So let us start now. And the first guest, our first guest star, is someone that a lot of people know already in France and in the world. He's a lawyer. He's an international and French European lawyer in Italy, France, everywhere. He has created, with 40,000 associations, Reaction 19, which is there to help people understand, explain the law, their rights, and to put people at the center. And this is why it's exactly the right person to start this day for you. So, Maître Brusa, thank you for being here. Maître Carlo Brusa will speak here and as a guest star for the first. Thank you. Thank you, Ingrid. Merci, Ingrid. Écoutez, j'ai la lourde tâche, je suis assez costaud pour l'assumer, d'ouvrir le bal de cette réunion de personnes intelligentes, cultivées, pleines d'amour, pleines de compassion et de bienveillance. Et je dois vous parler d'un thème qui est quand même extrêmement lourd parce qu'il y a le mot mort dedans. Est-ce que la Covid-19 a-t-elle tué le droit ? Alors la Covid-19, elle est connue, utilisée par le législateur et par les pouvoirs et les gouvernants du monde, effectivement pour dire qu'elle tue beaucoup de monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, on pourrait quasiment faire le requiem du droit par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Parce que quand je commençais à réfléchir sur les problèmes du droit et de la Covid, notamment au mois de mars, lorsque pas le 23, plus exactement le 16 mars, un président de la République, sans avoir quelconque légitimité juridique, décidait de nous mettre en assignation à résidence. Il disait, bon, très bien, à partir de demain, tous à la maison, vous ne bougez plus. Et alors là, le peuple français s'est exécuté comme la monarchie du roi Soleil. On s'est plié devant cette décision qui n'avait rien de légitime, qui n'avait rien de juridique. Il n'y avait aucune habilitation pour qu'un président puisse nous priver de la liberté d'aller venir, puisse nous priver du travail, puisse nous priver d'ouvrir des magasins, sauf les biens de première nécessité. Allez faire vos courses, remplissez vos frigos et achetez surtout beaucoup de papier hygiénique parce que vous risquez de rester longtemps enfermé chez vous. Voilà cette première approche totalement déstabilisante. Pourquoi ? Parce que vous avez un président, vous avez un parlement normalement qui doit statuer sur les lois. Ceci on le trouve un peu partout, hein. C'est un peu la légitimité dans tous les États du monde, sauf les grandes dictatures. La plupart du temps, c'est le parlement qui a la légitimité de la loi qui touche aux libertés essentielles. Notamment en France, l'article 34 de la Constitution, c'est au législateur qui revient de régler les problèmes qui concernent le droit, et les grands droits, et notamment la liberté d'aller venir, la liberté de travailler. Alors que là, le petit monarque, dans cette 5e République, que théoriquement est une république démocratique, fondée sur 3 piliers, on va y revenir, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, on va voir quelqu'un qui va avoir entre ses mains presque tout. Pourquoi ? Parce que le pouvoir législatif n'est pas intervenu. Lorsqu'il décide, il le décide en tant que chef d'État, mais sans avoir la légitimité du pouvoir pour dire non à telle ou telle démarche. Ensuite, vous avez la décision exécutive, je l'impose, et ensuite, vous n'avez aucune possibilité de recourir contre ces décisions. Et là, vous avez vraiment la question principale. Parce qu'on parle, est-ce que la Covid-19 va tuer le droit? Mais pour qu'il existe du droit, il faut pouvoir avoir le droit, mais aussi l'exercer et le réaliser. Et quand vous avez un conflit, ce soit un conflit entre 2 personnes, ou le conflit qui peut opposer le pouvoir de l'État, le pouvoir de l'exécutif et un administré, il vous faut un tribunal, il faut une juridiction, il faut le lieu où le droit soit dit quand il y a contentieux. Eh bien, même cela a quasiment disparu. À partir de ce moment-là, comment pouvons-nous parler encore de droit, de loi? Alors il y a une confusion énorme, parce que souvent on parle de la loi. Alors la loi, attention, le danger de la loi, parce que même en Corée du Nord, on fait des lois. Même dans la dictature coréenne, on utilise la loi pour imposer au peuple l'exercice de telle ou telle pratique ou de telle ou telle action. Or, est-ce que ce sont des lois justes ou injustes? Est-ce que la loi est toujours juste? Est-ce que la loi, la force de la loi, c'est la légitimité tout simplement d'exister en tant que loi? Kant disait qu'un enfant qui est né hors du mariage peut être supprimé parce qu'étant né hors du mariage, il est né hors la loi. C'est terrifiant.
Mais c'est Kant, on dit, le plus grand philosophe, pour nous les juristes, c'est quasiment une icône qui doit nous inspirer quotidiennement. Eh bien non. Eh bien non, il y a peut-être le mythe d'Antigone. Ah ben oui. Ah oui, une loi peut être injuste. Une loi peut être effectivement utilisée pour opprimer un peuple. La loi peut être utilisée aussi pour dévier un peuple. La loi peut être aussi utilisée pour tuer un peuple. C'est terrible ce que je viens de dire. La Covid a tué la loi, ou la loi n'a pas tué la Covid, mais elle a tué le peuple. Elle a tué le peuple dans ses fondamentaux. Le droit de vivre, le droit d'exister, le droit de décider, le droit d'assumer ses choix de vie. Eh bien, cet homme, cet être humain, qui doit être au centre de l'univers, qui doit être celui qui doit prendre ses décisions, qui doit pouvoir décider de lui-même, ce sujet qui est un sujet de droit, j'ai des droits, eh bien ce sujet de droit devient l'objet du droit. Et là, c'est terrifiant. La Covid devient le sujet actif par rapport à un être qui doit subir le cas échéant la maladie, parce qu'effectivement la Covid existe comme maladie. Après, est-ce que c'est une maladie qui nécessite autant? Ça c'est une autre question, mais elle existe. Elle a tué, elle tue. Et de l'autre côté, vous avez la loi, avec les confinements, les conséquences des confinements sur les personnes âgées, sur les personnes qui ont été enfermées, alors que peut-être auraient dû être libérées pour pouvoir vivre. Voilà des réflexions et des pistes qui peuvent nous faire déjà voir ce ping-pong entre l'homme et le pouvoir, entre le pouvoir et le droit. Mais j'ai utilisé le mot droit. J'ai le frisson quand j'utilise ce terme. Pourquoi? Parce que c'est la bataille que j'ai livrée, en tentant de faire comprendre aux gens, à partir du mois de mars, qu'il y avait une confusion entre la loi, les textes et ce qu'est le droit. Le droit, c'est quelque chose d'immanent, c'est quelque chose qui transcende l'homme, c'est quelque chose qui doit nous inspirer, c'est quelque chose qui devrait aspirer le législateur, ou aspirer au droit. La loi est une composante du droit, comme les règlements, comme n'importe quelle norme, même une norme morale, peut être effectivement une source du droit si effectivement elle est conçue comme telle. C'est pour ça que je suis là en train de dire, est-ce que la Covid a-t-elle tué le droit? Je pense que la Covid est en train de tuer les lois, le sens de la loi, la force de la loi, la croyance légitime que chaque être humain, que chaque citoyen, que chaque administré peut avoir dans le pouvoir. Parce que quand on voit l'usage qui est fait des textes, d'un règlement, utilisé comme on peut changer la pancarte dans une rue pour décider qu'il faut se garer à droite ou à gauche, est-ce que ça c'est du droit? Est-ce que c'est bien de dire un jour vous êtes confiné, demain vous ne l'êtes pas, demain on ouvre le magasin, demain on le ferme, demain on ouvre? Est-ce que c'est ça le droit? Le droit c'est une règle permanente, générale, abstraite, qui doit être comprise, appliquée, alors que là, le droit devient effectivement cette utilisation du fouet sur la personne. Et puis le droit comporte une sanction. Et là aussi on voit la criminalisation du comportement humain face à la santé. Quelque chose de grave, de dangereux. On entendra un confrère canadien qui va nous dire peut-être les sanctions qu'aujourd'hui risque un Canadien si sort de chez lui, c'est des sommes énormes, 5 000 $, 8 000 $. Alors les gens, évidemment, disent plutôt que payer des amendes, je vais partir au Mexique en vacances. Je me porterai mieux. La criminalisation, le comportement criminel. Nous sommes aujourd'hui tous des criminels. Il y avait quelqu'un qui a dit « We are all consumers ». Non, nous sommes tous des criminels aujourd'hui face à la Covid. Mais pourquoi? Pourquoi cette utilisation? Pourquoi cette utilisation de la loi, mais plus que la loi, du règlement? Pourquoi je dis cela? Parce que quand je disais en introduction, les parlements ont abandonné leur pouvoir. Mais est-ce que les parlements n'ont jamais eu le pouvoir? Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui un parlement qui soit digne de porter ce nom, des députés, des sénateurs qui représentent le peuple, qui exercent la démocratie, qui est celle qui justifie que nous puissions accepter les lois ou les obligations? Pourquoi il y a autant aujourd'hui de réticence, autant de réactions? Pourquoi aujourd'hui les peuples semblent vraiment se soulever? Alors au début, on traitait les quelques voix isolées qui sur les réseaux sociaux se permettaient de critiquer la pensée unique et commençaient à faire des références comme une vision orwellienne de la vie, 1984, et ainsi de suite. Les lanceurs d'alerte qui étaient connus aussi pour autre chose, qui se sont glissés dans ce qui était ce gros mensonge
Eh bien, là, il y a eu un début de réflexion. Alors au début, on les a traités de complotistes. Ah, le complotisme, ce mot qui est devenu galvaudé, utilisé comme un plaisir de la part de ces démocraties mourantes, pour pouvoir infliger encore plus la sanction à celles et ceux qui ont le courage de dire non à la pensée unique, courage de dire non au mainstream. Ah, mainstream, les pouvoirs, le pouvoir médiatique, on l'a oublié. La trilogie, Montesquieu, l'esprit de loi, le législatif, l'exécutif, le judiciaire. Ah, mais si Montesquieu avait été là, à ma place, à côté de moi, il aurait dit, mais Carlo, tu oublies le pouvoir médiatique? Oui, mais je dois l'introduire, le glisser dans mon thème sur la Covid qui a tué le droit. Oui, tu dois le glisser. Pourquoi? Parce qu'il y a l'arme de la parole, l'arme de la pensée, l'arme du conditionnement. On a connu que pour exercer certaines dictatures ou certains droits les plus machiavéliques comme le nazisme, il y avait un ministère de la propagande. C'est-à-dire qu'on avait à l'intérieur du système politico-législatif la propagande essentielle pour pouvoir conditionner. Parce que faire passer parfois des lois injustes, ben si vous faites un lavage du cerveau, vous arrivez à le faire. Eh bien, on n'a même pas eu besoin de créer la propagande. Nous l'avons eu de facto avec tous les mainstream et tous les médias qui se sont mis au service de la loi, pas au service du droit. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que quand vous n'avez même plus la possibilité de débattre dans ce qui est un principe essentiel, la liberté d'expression, parce que dans tout ça, il y a le droit de pouvoir s'exprimer, parce que quand il y a une loi, quand il y a un texte, il y a la possibilité dans une démocratie de pouvoir la discuter. Non, on nous a enlevé même cela, le droit de s'exprimer, d'avoir ses opinions, de manifester. Toutes les démocraties ont pris des mesures restrictives dans toutes les expressions. La Covid a tué le droit à l'expression. Nous sommes comme des parias sur les réseaux, frissonnant face à YouTube, Facebook, Google. Ah, ils vont me couper, ils vont me censurer. Oula, il faut que je cache le mot pour que je puisse pouvoir dire ce que je pense, parce que si tu ne dis pas ou tu mets le mot, l'algorithme va me gérer. Nous sommes gérés par des algorithmes. Ça veut dire quoi? C'est le cerveau des politiques qui a été transféré dans une machine, ou c'est la machine qui a remplacé aujourd'hui le cerveau des politiques et des députés, des sénateurs dans la gestion de la Covid? Oui, la Covid a peut-être tué la loi, mais la Covid n'a pas tué le droit. Parce que si je suis là, c'est parce qu'effectivement, je crois que le droit peut être encore le sauveur. Le sauveur de l'humanité, oui, le sauveur de l'humanité. Parce que de toute façon, si Robinson, quand on rencontrait vendredi, n'avait pas glissé la règle, il se serait entretué. La règle est essentielle, à quelque niveau que ce soit. Par conséquent, le droit, on doit avoir la confiance de le chercher tous les jours. Pour le chercher comment? Le problème qui se pose, c'est la juridiction. Et c'est là qu'il se pose aussi la question, où je vais réclamer mon droit? Là, c'est un point très important parce que j'ai des droits. Alors, on peut se remplir la bouche des droits de l'homme, des déclarations magnifiques du 26 août pour la France, les déclarations, la convention d'Oviedo, etc. Tous des textes magnifiques que quand on les lit, on se dit, mais c'est pas possible qu'on puisse abuser de moi de cette manière. Mais où je vais faire valoir mon droit? Vais-je devant la Cour européenne des droits de l'homme? Ah oui, bien sûr que quand dans l'exercice normal de nos droits, quand il y a le citoyen qui se veut mettre en garde à vue et qu'il a passé trop d'heures sans avoir d'avocat, alors on va voir la Cour européenne qui va infliger la sanction à tel pays parce que tu n'as pas respecté ça. Et on dit, oh là là, regardez, c'est génial. La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu mon droit du respect de la présomption d'innocence. Ouais, ça oui, peut-être. Mais ça ne va pas changer le monde. Ça touchera les quelques personnes placées en garde à vue. Mais quand j'ai besoin d'aller chercher la Convention européenne des droits de l'homme pour dire non, l'État français, l'État allemand, l'État suisse, parce que l'État suisse a adhéré à la Convention européenne de sauvegarde, parce que la Convention européenne n'est pas du tout un traité de l'Union, c'est un traité du Conseil de l'Europe. Ce n'est pas du tout la même chose. Et quand vous avez besoin d'aller réclamer, est-ce que vous avez entendu
chers amis, derrière les caméras, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme intervenue là, les derniers mois? Moi, je la cherche, hein. On peut la chercher partout. Elle est aux portées disparues. Parce qu'il y a un texte, il y a l'article 15. Il suffit qu'un État qui veut violer toutes les lois et tous les droits de l'homme, il suffit qu'il fasse une petite notification au secrétaire général. Bonjour, monsieur le secrétaire, je vous informe que j'entends appliquer toutes les lois les plus liberticides et donc, pendant 3 mois, je n'appliquerai pas la convention. Merci, au revoir, ciao. Voilà la réalité. Ça, c'est du droit. Alors on dit, oh là là, la France avait l'article 15. Et d'accord, quand tu vas dire, tu as violé l'article 15, tu vas où? Ça sert à quoi tout ça? Quand vous avez le Conseil de l'Europe qui est financé en partie par l'argent qui vient de la part de M. Soros, quand vous avez l'argent qui arrive de Bill Gates, et ce ne sont pas des conneries, c'est des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros qui sont versés, quand vous avez des juges qui sont nommés parce qu'ils font partie des organisations gouvernementales qui sont financées par Soros, vous vous posez des questions. Et là, effectivement, il faut se les poser. Parce que pour avoir justice, il faut avoir un tiers impartial et désintéressé. Kojève disait cela, un des fondateurs de l'Union européenne, de la communauté à l'époque. Le tiers impartial et désintéressé. Ai-je aujourd'hui un tiers impartial et désintéressé? Ai-je aujourd'hui des juges qui sont réellement déconnectés du politique, déconnectés de la finance, déconnectés des big pharma, déconnectés des big data, qui puissent statuer et rendre le droit? Au niveau de l'Union européenne, l'Europe a détruit les frontières. L'Europe a créé cet espace qui, théoriquement, doit être un espace de liberté et de bonheur. D'accord? Eux, ils peuvent décider de confluer leurs énergies dans la Commission, ils peuvent négocier les médicaments à des prix battant toute concurrence, ils peuvent décider de nous attaquer, de nous infliger des sanctions au niveau de chaque État, mais quand moi j'ai besoin d'aller chercher du droit, dans le cadre de l'Europe, je vais faire quoi? Est-ce que j'ai une juridiction européenne en dehors de la Cour de justice? La Cour de justice, elle est là que pour l'application des traités ou des règlements. Donc ce n'est pas là que je trouverai ma source pour aller battre les lois liberticides ou les textes liberticides ou les décrets. Je ne trouverai pas. Il me reste à la justice interne. Je vais quoi? Devant le Conseil d'État? Les conseils d'État de la plupart des pays où les juridictions administratives sont souvent des fonctionnaires qui siègent. Ce n'est pas le tiers impartial et désintéressé. Il y a une décision actuellement dont on parle. C'est la décision qui a été rendue par le Conseil d'État italien dans le domaine de l'hydroxychloroquine, reconnaissant que l'hydroxychloroquine faisait partie des médicaments utiles pour soigner de la Covid. C'est un événement extraordinaire. Il n'y a pas eu un média français, espagnol, portugais qui a parlé de la décision. Pourquoi j'ai dit? Parce que quand vous avez dans un espace européen des décisions de cette importance, pour quelle raison n'ai-je pas une autorité de la chose jugée et pouvoir utiliser cette décision en Espagne, en Allemagne? Non. Chaque État, là, gère sa propre juridiction. Ah non, non, ce que est décidé par les couillons du Conseil d'État italien, ça n'a aucune importance. Parce que nous, on a notre Conseil d'État, que pour le moment n'a pas été saisi, ou il était saisi, mais il n'a pas encore rendu ses décisions. Et donc, nous sommes toujours, en France, avec le problème de l'hydroxychloroquine, banni quasiment en tant que médicament. C'est un exemple de ce qui est cette bataille juridique à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un système juridictionnel qui puisse nous permettre de garantir les libertés, de garantir une uniformité du droit, de garantir l'égalité de traitement des citoyens de l'Europe devant la loi. Vous avez des inégalités qui sont manifestes, qui sont gravissimes, mais qu'à la fin, ce que nous constatons, c'est qu'avec peut-être un petit choix d'une semaine, le résultat est le même. On confine en Italie, on confine en France, on confine en Espagne, on ferme les magasins, on ferme les restaurants. On a cette politique commune, ces choix juridiques qui sont scélérats, qui sont communs. Le problème qui va se poser, chers amis, c'est que si aujourd'hui, il n'y a pas de notre part, et ce summit le permet, cette réunion, d'avoir une vision transversale et de constater que lorsque nous sommes autour de la table, on entend les mêmes problèmes au Canada,
en Espagne, au Portugal, en Italie, la même approche. Eh bien, c'est là que nous devons avoir cette vision que si nous ne lions pas de manière horizontale, celles et ceux qui ont la force de comprendre que ce que nous sommes en train de vivre est quelque chose de scélérat, nous allons perdre nos libertés. Parce que chaque fois, comme je l'avais dit, c'était l'extrait qui était retenu dans le documentaire Hold Up, dès lors qu'on laisse un peu de liberté pour la sécurité ou la santé, on ne la retrouve plus. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Parce que si on place le bien-être, que le bien-être c'est l'absence de maladie, c'est une connerie monumentale. Le bien-être c'est le fait d'être bien aussi dans sa tête. Est-ce qu'on a vraiment l'obligation de vivre jusqu'à 95 ans et en passant 25 ans de votre vie malheureux, malheureuse ou malheureux, ou étant malheureux? Ou est-ce que la vie c'est de la qualité? Parce que le bien-être est visé même dans le préambule de la Constitution de 1946. Parce que l'article 11, on parle du bien-être, de la santé. On dit que la loi doit protéger la santé des femmes, des enfants, des travailleurs, et envisager aussi de protéger le loisir. Le loisir, ce n'est pas aller couillonner. Le loisir, c'est la possibilité donnée à l'homme de souffler, de respirer, de vivre, de flâner, de se détendre, d'avoir un moment de sérénité. Ben, c'est ce que dans certains pays, dans certaines philosophies et dans certaines cultures, comme certains amis, un ami me rappelle toujours, ben, nous devons penser à notre bien-être mental, travailler nos chakras, ça fait partie peut-être d'un domaine qui est à la lisière de ce qui est mon thème aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi je suis bien, parce que même si je suis dans cette société qui est monstrueuse, c'est parce que je me bats, et en me battant, je produis des énergies pour avoir envie de vivre, avoir envie de travailler, avoir envie de donner, avoir envie d'aimer. Je voudrais terminer mon propos. Après, c'est peut-être beaucoup plus important de répondre aux questions que faire un monologue qui risque de devenir extrêmement lassant et répétitif, d'un extrait de l'introduction que Victor Hugo avait fait de l'Hamlet de Shakespeare. C'était le fils de Victor Hugo qui avait traduit Shakespeare en français et a demandé à son père, papa, tu peux faire une petite introduction. Alors moi, je dois être un descendant de Victor Hugo parce que je suis un peu bavard. Alors Victor Hugo en avait fait 600 pages. Alors là, je ne vais pas vous lire les 600 pages parce que sinon, je vais effectivement monopoliser l'intégralité de notre réunion. Mais deux extraits pour faire comprendre qu'au fond, l'histoire se répète en permanence. Tout un versant de la société actuelle est tyran et tout l'autre versant est esclave. Redressement redoutable à faire, il se fera. Tous les penseurs se doivent à ce but. La pensée est pouvoir. Tout pouvoir est devoir. Au siècle où nous sommes, ce pouvoir doit-il rentrer au repos? Ce devoir doit-il fermer les yeux? Et le moment est-il venu pour l'art de désarmer? Moins que jamais. Il reste autour de nous une quantité suffisante d'esclavage, de sophismes, de guerre et de mort pour que l'esprit des civilisations ne se dessaisisse d'aucune de ses forces. La civilisation n'en a pas fini avec les octroyeurs de constitution, avec le propriétaire du peuple, avec les hallucinés légitimes et héréditaires qui s'affirment majesté par la grâce de Dieu. Il importe de faire un peu obstacle, de montrer au passé de la mauvaise volonté et d'apporter à ces hommes, à ces dogmes, à ces chimères qui s'obstinent quelques empêchements. Donc, chagrinons les maîtres si nous pouvons. Et je termine. Refaisons le plus haut possible la leçon du juste et de l'injuste, du droit et de l'usurpation, du serment et de parjure, du bien et du mal. Arrivons avec tous nos vieilles antithèses, comme ils disent. Faisons contraster ce qui doit être avec ce qui est. Mettons de la clarté dans toutes ces choses. Apportez de la lumière, vous qui en avez. J'espère vraiment que cette réunion, ce summit à Stockholm, pays où nous sommes arrivés, moi je suis arrivé hier, et j'ai eu le plaisir de ne pas mettre de masque. J'ai eu le plaisir d'avoir à partager un moment autour d'une table d'un restaurant ouvert. Est-ce que la Suède, elle est si éloignée du reste? La Suède, elle n'est pas si éloignée du reste. C'est peut-être une manière différente de voir cette maladie et une manière différente de l'affronter. De maintenir quand même de la liberté, le plaisir de vivre tout simplement. Je vous remercie.
Merci beaucoup, maître. Merci infiniment. Nous allons poursuivre avec le panel de la santé et de la médecine. Et le docteur Stuckelberger va vous présenter le docteur Pascal Sacré. Alors, before we leave, I want to thank Maître Brusa because this has been an incredible speech to begin this summit. Thank you so much, and we will come back to you because you're coming back for debates at the end of this one, but also the whole day and the whole evening. All the lawyers with us will accompany this to clarify to people what are the solutions. Yes. With big pleasure, I come back another time. Thank you. Thank you. Thank you very much, Maître Brusa.